Bonjour Mariam. Bonjour Rachid. La presse marocaine particulièrement, qui nous dit que la guerre pourrait très bien causer une forte inflation au Maroc. Oui, parce que si la pénurie notamment de produits comme le pétrole n'est pas à craindre actuellement, le risque d'inflation, lui, est bien réel. Et donc c'est une menace aujourd'hui un peu trop lourde pour le citoyen marocain qui se sent pris en otage, pris au piège par ces prix-là. Et c'est ce qu'on voit dans cet article du 360 illustré par cette caricature de Guédar. Mais l'article nous précise tout de même qu'actuellement, les stocks de pétrole nous permettent de répondre à des besoins sur une période de 1 mois et demi, et cela grâce à des rythmes d'importation qui étaient assez élevés en amont, et surtout parce que le Maroc a des sources d'approvisionnement diversifiées. Mais donc l'augmentation du pétrole est inévitable parce que tout simplement il est indexé à celui du Brent. Toutefois, l'article reste persuadé que cette guerre sera de courte durée car elle est aujourd'hui beaucoup trop risquée pour les grandes puissances économiques. Mais malgré cette analyse qui peut, disons, rassurer, l'impact économique de cette crise est bien évidemment craint et surtout par le Maroc. Et d'ailleurs, cet article du matin nous rappelle que la ministre de la Transition écologique aujourd'hui appelle les opérateurs à privilégier l'intérêt national et de ne pas créer des inflations qui seraient injustifiées, le tout pour ne pas toucher au pouvoir d'achat des Marocains. On a aussi un autre article des Échos qui, lui, va un petit peu plus loin que les risques sur l'économie ou encore l'inflation. Et donc, lui, nous explique que la principale problématique auquel le Maroc devra justement faire face, c'est son industrie. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, l'économie marocaine repose sur deux piliers importants. Le premier, l'agriculture, et le deuxième, c'est bien évidemment son industrie qui est tournée, elle, vers l'export. Mais cette industrie tournée vers l'export a besoin de produits qui sont importés, comme pour les composants automobiles, les produits chimiques, les céréales. Et beaucoup de ces produits-là transitent par le détroit d'Ormuz, mais aussi le canal de Suez. Et donc, c'est des industries qui risquent d'être à l'arrêt, et ce qui peut être extrêmement coûteux, parce qu'on va avoir des productions qui seront perturbées, des délais de paiement également rallongés, et donc des trésoreries qui seront mises à mal, et donc des conséquences par ricochet, comme l'indique l'article, sur l'emploi. Donc, on l'a vu, l'inflation, c'est un réel sujet, un réel risque à cause de tous ces risques d'approvisionnement. Mais tout cela dans un contexte au Maroc où bien l'inflation connaît déjà de très beaux jours. Et Bladi nous explique aujourd'hui, les fruits et les légumes deviennent même un luxe aujourd'hui au Maroc. Et pourquoi ? Tout simplement à cause des pics de demande pendant le mois de Ramadan. En somme, on le sait, l'économie marocaine est sous pression actuellement entre cette demande locale qui est donc très forte et surtout une géopolitique qui appelle Rachid à la retenue, disons-le. Oui, tout ça à cause de la guerre au Moyen-Orient, une guerre sur laquelle les autres pays posent aussi un regard. Les autres pays du continent africain en particulier. L'Afrique qui essaie aussi d'essayer de comprendre quel risque elle aura sur son territoire. Et un débat qui a été sur Africa News essaie de nous apporter quelques angles pour nous éclairer. Alors eux, ils voient d'abord un impact économique, comme on l'a dit, la hausse des prix du pétrole, mais aussi les risques d'inflation, exactement comme au Maroc. Ils y ajoutent un risque diplomatique parce qu'ils voient là une difficulté du continent à parler d'une même voix par rapport à la résolution de ce conflit. Mais ils parlent aussi d'un risque pour les continents, c'est la mise de côté de conflits majeurs qui sont déjà sur notre continent, comme le Soudan ou encore la RDC. Mais ce qui nous intéresse aussi, c'est en quoi l'Afrique est intégrée à cette économie qui touche aujourd'hui les pays du Golfe. Le 360 Afrique nous indique que l'Afrique aujourd'hui est devenue un partenaire stratégique pour ces pays-là, parce que depuis quelques années, les pays du Golfe investissent massivement dans le secteur agricole. Ils essaient d'avoir de plus en plus de terrains qu'ils louent pour essayer de développer leur approvisionnement en denrées agricoles. Ils investissent aussi dans la même manière dans des minerais critiques, mais aussi dans des infrastructures massives, comme dans la gestion des ports et d'autres éléments logistiques. Pourquoi ? Tout simplement pour que cette logistique leur permette d'acheminer minerais critiques comme denrées alimentaires. Et l'article précise aussi des chiffres impressionnants. Rien qu'en Afrique de l'Est, les Émirats ont investi plus de 110 milliards de dollars ces 10 dernières années. L'Afrique qui se forge aussi un avis sur cette géopolitique et l'impact qu'elle aura, une analyse partagée par The Financial Africa. Alors,
l'analyse y voit surtout un effondrement de l'ordre multilatéral, héritage de 1945. Elle rappelle aussi que pour l'Afrique, la meilleure voie reste la voie diplomatique. Et là, elle fait un parallèle assez intéressant. Elle prend l'exemple de Patrice Lumumba que les puissances coloniales ont forgé en symbole alors qu'elles voulaient le détruire. Et là, il y a un parallèle assez symbolique avec l'Iran, acteur politique qualifié de complexe, qui risque aujourd'hui de se transformer en symbole de résistance globale. Alors l'Afrique rappelle que la diplomatie reste la solution pour que les piliers du temple mondial ne s'effondrent pas sur nous, conclut l'article. Il y a aussi, ne l'oublions pas, des citoyens africains qui sont aujourd'hui dans ces territoires qui sont au cœur de la guerre. Jeune Afrique nous rapporte quelques témoignages, notamment de sportifs africains. On le sait, beaucoup d'entre eux aujourd'hui jouent pour des clubs au Moyen-Orient et qui racontent aujourd'hui leur quotidien, comme on le voit dans le titre avec cette phrase « J'entends les bombes tomber jour et nuit ». Des joueurs qui ne pensaient pas un jour vivre cet événement historique, des témoignages surtout qui n'espèrent qu'une chose, le retour à la normale et le retour donc à la paix. La presse qui s'intéresse aussi aux conséquences environnementales de cette guerre. Parce qu'on parle beaucoup d'économie, d'impact économique, en parlant du pétrole, d'industrie. Et pourtant, il y a un impact majeur de cette guerre, c'est l'impact environnemental. Et là, on a une étude très intéressante de l'ONG Conflict and Environment Observatory qui nous explique qu'en seulement 3 jours, il y a eu des dégâts environnementaux extrêmement importants dans la région. Alors aujourd'hui, cette carte nous indique, on le voit ici, c'est l'Iran et le fameux détroit d'Ormuz et les attaques qui ont eu lieu sur les partenaires des États-Unis d'Israël et les attaques qui ont eu lieu sur les territoires iraniens. Et donc l'impact environnemental peut être moyen comme massif. Les couleurs nous indiquent que plus c'est rouge, plus l'impact est important. Et on le voit, ils sont concentrés sur le détroit d'Ormuz et sur la capitale iranienne, Téhéran. Et donc en seulement 3 jours, il y a eu plus de 120 incidents environnementaux, principalement les pollutions qui sont liées aux frappes qui libèrent dans l'environnement des métaux lourds, des carburants, mais aussi des PFAS. Deuxième risque, la pollution marine, on l'a vu avec des navires et des pétroliers qui ont été coulés, et là avec un risque de marée noire. Troisième risque, c'est l'attaque d'infrastructures énergétiques, des raffineries qui libèrent, elles, des gaz toxiques et aussi des particules fines. Et là, la Croix nous invite un petit peu à prendre du recul et à réfléchir largement à ce que cette crise dit de nous et de notre rapport par rapport à l'environnement. Dans un monde, comme le rappelle l'article, où se multiplient les crises globales, on considère, enfin du moins l'article considère, qu'il y a aujourd'hui une sorte de banalisation totale du danger écologique de nos actions. On est plutôt porté par cette frénésie de l'innovation technologique et du divertissement consumériste. Et donc, dans un monde aujourd'hui qui surchauffe, plutôt on considère que l'anormal est devenu normal, surtout par rapport à l'environnement. Un monde, comme on l'a dit, qui est devenu anormal et qui nous pousse à nous demander s'il n'est pas mieux de quitter, pourquoi pas, cet univers, d'en chercher un autre. Eh bien, est-ce qu'ils existent déjà? La BBC nous répond en nous expliquant qu'aujourd'hui, eh bien, la réponse reste encore débattue. On n'a pas vraiment la solution, mais s'il y en a un, et la probabilité qui s'affiche la plus concrète, c'est celle qui est en lien avec la physique quantique, qui nous explique qu'il y aurait des événements donc, qui se passeraient de manière simultanée dans d'autres univers. Alors Achille, si c'est la même chose qui se passe dans tous les univers, restons ici, restons sur notre Terre aussi et essayons d'en prendre soin dans un monde un petit peu plus apaisé. Nous sommes, Mariam, aujourd'hui le vendredi 6 mars 2026. Quel autre 6 mars avez-vous choisi dans l'histoire? Alors, je vais vous raconter l'histoire d'un 6 mars où le premier pays d'Afrique subsaharienne a arraché son indépendance. Nous sommes en 1957 à Accra. Ce jour-là, le Ghana proclame officiellement son indépendance après des décennies de domination britannique. Devant une foule immense, son dirigeant Kwame Nkrumah prononce ces mots restés célèbres. Enfin, la bataille est terminée. Le Ghana, notre cher pays, est libre pour toujours. Kwame Nkrumah incarne ce moment donc historique. Il porte un projet ambitieux pour son pays et devient l'une des plus grandes figures du panafricanisme. Il défend l'idée d'une union politique du continent qu'il imagine sous la forme des États-Unis d'Afrique. Son nom reste ainsi associé à l'indépendance du Ghana, mais aussi à cette vision d'une Afrique unie, maîtresse de son destin. Le 6 mars 1957,
Cette marque donc un tournant pour le Ghana, mais aussi un moment décisif dans l'histoire des indépendances africaines. Et tout ça en réalité augmentée. Merci beaucoup, Mariam Kokaina, pour cette revue de presse.